Comment se fait-il que les immigrés soient aussi compliqués? Je la refais. La vraie question qu'on devrait se poser serait plutôt: avons-nous toutes les clés pour comprendre les immigrés? En effet, s'ouvrir à l'international, c'est accepter de s'ouvrir à d'autres réalités, que nous accueillons des immigrés chez nous ou que nous soyons nous-mêmes étrangers dans un autre pays. La démarche de comprendre nos différences culturelles est importante pour faire la différence dans la relation que nous pouvons avoir avec les autres. Issu d'un métissage, cela m'a paru comme une évidence. C'est-à-dire, je fais beaucoup d'allers-retours entre mes deux pays de vie, la France et le Sénégal, et il me fallait coûte que coûte comprendre les codes verbaux et non verbaux de ces deux pays pour me permettre justement d'avoir d'excellentes relations avec les gens, aussi bien au Sénégal qu'en France, mais aussi pouvoir communiquer. Aujourd'hui, je m'amuse même à comparer et à interpréter la dimension culturelle entre les deux. Dans cette vidéo, je me suis amusée à faire exactement le même travail de traduction des différences culturelles entre l'Inde et le Brésil en 5 points. Ce sont deux pays qui m'ont énormément bouleversée parce que les choses y étaient encore une fois différentes. Donc, si cette vidéo t'intéresse, reste connecté. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensimilia, Ouest pour les intimes et ravie de te retrouver en ce temps de confinement chez toi. J'espère que tu vas bien ainsi que ta famille. Sur ma chaîne où nous parlons de voyages et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va aider à ton épanouissement personnel. Donc j'espère te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Donc si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et clique sur la cloche de notification. La deuxième, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider. Et la troisième, suis-moi sur mes réseaux sociaux que je mettrai par là. Commençons tout de suite. C'est parti. Je tiens donc à dire dès le début de cette vidéo que je n'ai absolument rien inventé. Tout ce qui va suivre, que vous allez entendre dans ma vidéo sont des choses qui s'appuient sur des études faites par des cadres du management international. Donc en l'occurrence, je me base sur 3 études faites. Les études de Hofstede, de Trompenaar et de Hall. Donc je vais vous remettre les noms par là. Comme ça, si vous voulez plus vous intéresser à leurs études, vous pourrez regarder un peu sur internet tout ce qu'ils disent. Voilà. Pour vous donner un exemple, Hofstede a fait des études en tout cas concernant les différences culturelles dans 72 pays, concernant 90 000 personnes et on parle de 116 000 questionnaires. Donc ce sont des études qui ont été faites dans les années 60-70 et même si effectivement il y a un effet de globalité, on pourra toujours critiquer dans le sens où on ne peut pas mettre tel préjugé ou telle caractéristique dans tel ou tel pays parce que dans un seul et même pays, effectivement, il peut y avoir des variantes, c'est vrai, mais mine de rien, ce sont des choses que moi-même j'ai remarquées à l'étranger et ça fait sens dans sa globalité. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la présentation du Brésil et de l'Inde car on connaît tous ces deux pays-là. Juste une petite précision, l'Inde fait 6 fois la France et qui dit Inde pense aux vaches sacrées, aux saris, voilà. Et pour le Brésil fait 12 fois la France et qui dit Brésil pense au football, au carnaval, au pain de sucre, à la statue du Christ. C'est donc parti pour l'analyse culturelle. En premier point, la distance forte ou faible par rapport au pouvoir hiérarchique. Donc, la France, comme le Brésil, comme l'Inde, sont des pays à une forte distance hiérarchique par rapport au pouvoir. Donc, c'est-à-dire, les nations auront tendance à croire que c'est quelque chose de naturel, en fait, que les inégalités sont des choses naturelles. C'est normal d'avoir un patron inaccessible. La hiérarchie est donc considérée comme quelque chose d'utile pour la relation d'autorité. Donc, ce qui va donner une tendance en général vers une centralisation, donc un encadrement fort. Et au fait, les Brésiliens, les Indiens, les Français, en général, ne font rien sans l'accord de leur manager. Alors là où, par contre, il y a une grosse différence
entre ces deux pays et la France, c'est que les Brésiliens, comme les Indiens, ont un grand respect pour justement les ordres de leur patron. Ils vont tout exécuter sans rien y rajouter, sans se plaindre. En retour, le dirigeant doit être paternaliste et ne pas uniquement se contenter de donner des ordres. Il doit se comporter et agir en maître des lieux, tel qu'un roi le ferait. Il aura donc des gestes attentionnés envers ses collaborateurs et dans bien des cas, il sortira même du cadre professionnel pour régler des problèmes dans le domaine privé et assister à des fêtes familiales importantes. Donc ici, privé et professionnel sont liés. Si l'ambiance est bonne, de nombreux ouvriers accepteront de rester avec leur patron à moindre salaire. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de travailler avec un directeur commercial américain qui appliquait cette faible distance hiérarchique et qu'est-ce que c'est agréable. C'est-à-dire, son bureau était tout le temps accessible. Donc, quel que soit le moment, la journée, il n'y avait pas besoin de prendre un rendez-vous pour aller le voir. Il suffisait juste de toquer à la porte, d'ouvrir, de rentrer dans le bureau. Et il se rendait disponible pour justement écouter son collaborateur. Il prenait donc l'autonomie autant que possible dans son service. Chacun est responsable d'une tâche. Donc, de cette manière-là, il y avait un encadrement moins fort qu'on pourrait retrouver dans les pays au Brésil ou en Inde. Et de cette même manière, les pays anglophones ont tendance à donner une certaine indépendance des services. Il est appliqué une philosophie où les individus ont besoin d'indépendance. Donc, même s'il manque telle ou telle personne dans le service, show must go on. Donc, il faut toujours s'arranger à ce que l'entreprise tourne, même s'il manque telle ou telle personne. Bien sûr, il y a une récompense selon l'implication de chacun dans son travail et non pas selon l'ancienneté. Parlons donc du point 2, le contrôle de l'incertitude. En France, il y a un besoin de contrôler l'incertitude, comme s'il s'agissait de maîtriser une menace. Les individus sont inquiets à propos de l'avenir et ont tendance à préférer la stabilité pour assurer la partie basse de la pyramide de Maslow. Nous parlons ici des besoins primaires et des besoins de sécurité. Il y a donc une tendance à rester avec le même employeur, moins de risques personnels de prix et surtout les chefs sont recrutés selon l'ancienneté. Donc là où bien sûr une décision inattendue tombe dans une entreprise française et que le français qui est cartésien va s'énerver, va stresser, le brésilien et l'indien, eux, vont au contraire rester très zen, très optimistes et vont préférer mettre toute leur énergie à créer une relation de confiance qu'à s'énerver ou à stresser. En Inde, comme au Brésil, il y a un faible contrôle des situations. Ils ont donc un niveau d'anxiété relativement bas. Ils vivent au jour le jour, se prennent pas trop la tête et en fait n'hésitent pas à changer d'employeur s'il le faut. C'est pour assurer justement cette partie haute de la pyramide de Maslow, donc qui est le besoin d'estime de soi, le besoin d'appartenance et de s'accomplir. Vous l'aurez donc compris, le changement ne crée pas l'émotion chez les Brésiliens comme chez les Indiens. Alors après, quand j'étais au Brésil, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans une entreprise française, donc qui m'expliquait tout ça. Et en fait, il m'avait aussi rajouté que les Brésiliens ne critiquent personne et c'est la raison pour laquelle ils acceptent mal la critique. Donc si quelqu'un a quelque chose à dire à un collaborateur brésilien, en fait, il faut lui dire en face à face et pas devant le groupe. Et qu'en général, un bon manager brésilien, c'est quelqu'un qui saura créer l'harmonie, donc quelque chose qui n'est pas forcément naturel en France. Ce qui nous amène donc au point 3, la question est-ce qu'on est dans une société collectiviste ou dans une société individualiste? Alors, il faut savoir qu'en Inde, j'étais en stage pendant 5 mois, donc j'ai pu me rendre compte que effectivement les Indiens sont très collectivistes, c'est-à-dire donc que la vie privée n'a pas plus d'importance que la vie en communauté. C'est le groupe qui prime sur la personne. Donc contrairement à ce que nous connaissons en France où la vie privée est un domaine à protéger, donc il ne faut surtout pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Les Indiens et les Brésiliens sont très familles. En général, ils vivent ensemble jusqu'au mariage.
mariage et il n'est pas rare de voir une famille présente dans des conseils d'administration, comme par exemple pour la famille Mittal avec le groupe sidérurgique ArcelorMittal. Comme la famille Mittal, les Indiens aiment travailler en famille si possible. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, il n'est pas rare de voir des Indiens arriver à une réunion en groupe. Donc ils vont arriver en groupe et pour éviter le déséquilibre quand on est européen, autant s'armer d'une petite équipe aussi. Souvent donc, un dossier peut être éclaté vers plusieurs personnes avant d'être rassemblé pour la remise au client. Je me rappelle de cette fois où justement je venais juste d'arriver en stage et qu'on me posait énormément de questions personnelles. Enfin, je trouvais ça trop bizarre. J'étais là, mais pourquoi il me pose toutes ces questions? Enfin bon, dans ma tête, j'en avais moi-même 10 000 autres en me disant, mais c'est bizarre, pourquoi il me pose toutes ces questions-là? Enfin bon, voilà. Mais c'est quelque chose de complètement normal. En fait, j'ai compris par la suite que c'est une manière pour eux de se positionner, mais pour mieux travailler avec nous. Déjà, quand en simple stagiaire, j'y ai eu droit, alors j'imagine même pas dans un vrai business les questions recherchées que les Européens doivent avoir droit. Mais bon, en même temps, si on est préparé, je pense que c'est beaucoup plus simple. Sinon, il faut savoir que l'Indien, c'est quelqu'un aussi de très verbal, quelqu'un qu'il faut souvent appeler et éviter l'email. Voilà. Sinon, le partage fait partie de la vie en communauté. Donc, ce sera tout à fait normal qu'un Indien vous prenne une cigarette, vous prenne votre téléphone pour appeler, vous prenne des choses qui vous sont personnelles sans vous demander. Sans vous demander. Une négociation sera souvent scellée par un repas copieux car les Indiens attachent une certaine importance à un moment détente car pour eux, serving a guest is like serving God. C'est super important de bien accueillir justement le client, enfin bien le servir en tout cas. Et surtout, petit conseil, il faut toujours penser à laisser 10 à 20% de pourboire si vous êtes au restaurant à la fin du repas, pour justement ne pas avoir cette image de pingre. Parce que si vous ne le faites pas, non seulement ils auront cette image-là, et par contre, si vous donnez plus que 10 à 20%, ça sera interprété comme du manque de respect. Pour revenir donc aux Brésiliens, ils aiment aussi avoir un groupe en face d'eux dans le travail, dans le business. Et d'ailleurs, ils ont une volonté de réussir dans leur pays, d'où la dynamique du carnaval ou du football. Les Brésiliens, comme les Indiens, sont toujours prêts à se plier en quatre pour vous aider. C'est-à-dire si vous êtes perdu dans la rue, si vous demandez une information comme ça à quelqu'un, un passant, il va toujours s'arrêter, il va toujours vous renseigner. Mais attention! Ils sont tellement prêts à vous aider qu'ils peuvent vous donner une fausse information. D'où l'importance de toujours reformuler, quitte à formuler différemment la question, la poser 2, 3 fois et être sûr de prendre la bonne décision. Donc ça, vous l'aurez compris, au Brésil, c'est quelque chose que vous verrez tout le temps. Dans la rue, les gens ils vous feront comme ça, le pouce en l'air, le poing en l'air, comme ça, pour dire salut, pour dire bon voyage, pour dire comment ça va, tudo bem. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et clairement, ça a plusieurs significations. Donc c'est une manière vraiment de demander si tout va bien. Enfin bon, voilà. Donc le pouce en l'air comme ça, c'est pas une surprise maintenant, vous le saurez, les Brésiliens ont toujours ce pouce en l'air. Pour finir donc avec ce point sur la société collectiviste, moi en général, dès que j'entends collectiviste, je pense en premier au Japon. Donc je vais vous citer une phrase pour bien illustrer ce point. Donc c'est un professeur de l'université de Kyoto, donc cité par Wilms, W-I-L-M-S, analysant la dimension communautaire de la société nippone qui explique en disant « je », donc entre guillemets, nous nous séparons les uns des autres. Au Japon, nous n'aimons pas utiliser le « je » et « tu » ou « vous ». Souvent, si vous demandez à un Japonais « que pensez-vous ?», il dira « je sais pas ». Nous arrivons donc au point 4, la perception du temps. Donc ici, pour l'Inde ou le Brésil, voire même la France, nous parlons d'une culture synchrone. C'est-à-dire le temps est moins perçu comme une source illimitée. Voilà. Et clairement, si on a l'occasion de faire plusieurs choses en même temps, on ne va pas hésiter.
Donc c'est exactement ce que les Indiens et les Brésiliens font. Et surtout pour les Indiens, la réincarnation n'aide en rien, car si ils n'arrivent pas à terminer un travail dans les temps, bah c'est pas grave, vu que de toute façon, ils le termineront dans la vie suivante. En Inde, donc, ils sont polychroniques et le temps est aléatoire. Il leur est donc très difficile de travailler avec un agenda et lors des affaires, quand vous appelez un Indien, il faut surtout pas lui dire tu m'envoies tel dossier pour la semaine prochaine. Il faut surtout dire tu m'envoies tel dossier pour mardi, jeudi, vendredi prochain. Donc du coup souvent les rappeler, ou sinon si vous avez prévu qu'il faut que le travail se termine pour telle date, vraiment donner la date. Voilà, envoie-moi tel dossier pour je sais pas le 15 mai. Et il faut donc tout dater pour être sur la même longueur d'onde que les Indiens. Sinon, concernant les Brésiliens, en général, il faut toujours s'attendre à une demi-heure de retard lors de réunions. Donc bon, après tout, on parle aussi du quart d'heure français. Tout ça donc va en contradiction avec les pays anglo-saxons où justement ils considèrent que le temps est une ressource limitée qu'on doit gérer avec soin. Donc ils vont en général préférer effectuer une tâche par une tâche pour être le plus productif possible. Il serait donc très impoli d'arriver en retard. Nous arrivons donc au point 5, la communication interculturelle. Donc là encore une fois, le Brésil comme l'Inde ont cette similitude donc d'être des pays à contexte fort où les messages sont implicites. Donc c'est-à-dire quand un Indien vous parle ou quand un Brésilien vous parle, il va falloir décrypter le message pour savoir ce qu'il y a réellement à comprendre derrière. Donc c'est pour ça, en introduction de cette vidéo, je parlais de traduction. Car clairement, si ce n'est pas de la traduction, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Déjà qu'il faut décoder les messages dans ces deux pays, inutile donc de venir en Inde si vous ne parlez pas correctement anglais. Ça sera pris comme un signe d'incompétence. Et de la même manière au Brésil, si vous ne parlez pas portugais, ce serait mieux d'avoir un interprète avec vous. Dans les affaires, les Indiens comme les Brésiliens ne veulent pas être impolis en vous répondant non, même s'ils savent pertinemment que la proposition sera impossible à satisfaire. Les Indiens, eux, parlent assez franchement, contrairement aux Chinois et aux Japonais qui cherchent à sauver la face. Un vrai non catégorique de la part d'un Indien signifie plus un dégoût, signifie plus une injure qu'autre chose, tellement qu'il est peu exprimé. C'est pour ça que ce sera extrêmement rare que vous ayez droit à un non. Alors après, attention, il ne faut pas tout mélanger et pas confondre le 8 qui font comme ça de la tête en permanence pour un oui, parce que ça peut aussi bien dire non et vice-versa. Voilà, donc il faut vraiment prendre le temps de reformuler les questions pour être sûr de la réponse. Pour donc instaurer une relation de confiance avec un Indien, il faut juste les prendre d'égal à égal et ne jamais refuser un thé ou un café. Alors pour les Brésiliens par contre, c'est différent. Pour avoir cette relation de confiance, il faut limite provoquer une tape dans le dos. Oui, ça peut paraître très étrange, mais c'est comme ça au Brésil. Cette tape dans le dos qui peut beaucoup surprendre s'appelle abraço et faire la bise aux Brésiliennes. Bien sûr, tout ceci, contrairement à la France, où là, on a droit à des messages explicites, donc où il n'y a absolument rien à décrypter, à décoder, tout est clair. Donc voilà. En conclusion donc à tout ceci, on se rend bien compte que malgré que ces deux pays soient séparés par le continent européen, ils sont très proches culturellement, selon en tout cas les cadres du management international et d'après leurs études. Donc je me suis fait un petit récapitulatif pour tout reprendre. Donc, on a parlé de la distance hiérarchique fort par rapport au pouvoir, donc aussi bien pour l'Inde que pour le Brésil, qui a un faible contrôle de l'incertitude. Ce sont deux pays à orientation collectiviste et qui ont une perception du temps synchrone où justement le retard y est accepté. Et concernant le dernier point, le point 5, la communication interculturelle, où là on a affaire à des messages implicites qu'il faut décoder, qu'il faut décrypter.
Ce qu'il faut donc retenir de cette vidéo, c'est que les relations et les sentiments sont vitaux pour un futur partenariat, aussi bien dans le business ou même dans les relations amicales, parce que pour le coup, moi, ce sont des choses que j'ai appris en cours, que j'ai appliquées durant mes stages ou durant même mes voyages, et ça marche aussi. Ce ne sont pas uniquement des choses pour le business. Je pense que ce sont aussi des choses à appliquer dans le domaine personnel pour avoir de vraies relations. J'aimerais donc que tu me dises dans les commentaires lequel de ces 5 points t'a le plus parlé, t'a le plus marqué, te plaît le plus. Enfin bon voilà, en tout cas, dis-moi ce que tu veux dans les commentaires. Sinon, phrase de la fin. Parce que la vie va vite, ne perds plus de temps et vis ta propre expérience de voyage. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, tchuss!